Bonjour à tous. Connaissez-vous les rhinogrades? Il s'agit d'un ordre d'une centaine d'espèces endémiques au Pacifique Sud dont les caractéristiques exceptionnelles sont un parfait exemple de l'évolution. Ça faisait un petit moment que je voulais en parler et je pense que c'est le bon jour pour le faire. Avant de parler de ces discrets animaux, je pense qu'il serait bon de parler un peu de leur découverte et de leur disparition. En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, un explorateur suédois du nom d'Einar Petersson Kampvist s'échappe d'un camp de prisonniers japonais. À la dérive, il finit par échouer sur l'île d'Aidugaifi dans l'archipel d'Aii. Cet archipel était constitué de 18 petits atolls boisés mais sans relief, sauf sur l'île principale possédant un volcan de 2700 mètres. Situé très à l'écart des courants et trajets habituels des navires, il semble que le lieutenant de James Cook, Christopher Ichthys, l'avait repéré au loin sans vouloir y débarquer, croyant voir l'île d'Espiritu Santo au Vanuatu. Sur l'île vivaient environ 700 autochtones, les Wachi-Hachi, ainsi qu'une vie foisonnante, quasi isolée du reste de la planète depuis le Crétacé supérieur, à l'exception de l'arrivée des hommes il y a 3000 ans, sans trop perturber l'écosystème. Un cas plutôt rare, mais pas unique. Avec l'aide des autochtones et de solides connaissances sur la navigation des Polynésiens, Einar parvient à construire un bateau de fortune et à rejoindre les Vanuatu. Après la guerre, il rejoint l'Europe où il publie un article sur la découverte de cet écosystème. En 1951, une expédition scientifique est montée, incluant le zoologue Harald Stumke, l'ichthyologue Broméante de Burlas, le géologue Tassino di Campotassi et l'ethnologue Shirin Tafarouch. À leur arrivée, ils découvrent que les autochtones ont été décimés par le rhinovirus que portait Einar, mais ils parviennent à recueillir des témoignages et légendes des derniers survivants. Fondant l'Institut Darwin pour l'étude des AI, ils commencent à étudier un formidable écosystème, unique au monde, dominé par un ordre exclusivement limité à cet archipel, qu'ils nomment Nazin ou Rhinogradentia, en français les rhinogrades. Malheureusement, en 1956, les Américains déclenchent de puissants essais nucléaires sur l'archipel des Bikini à 200 km de distance. Les secousses sismiques engendrées déclenchent une éruption volcanique dévastatrice qui ravage l'archipel, détruisant toute vie, y compris celle de l'équipe de l'Institut Darwin et toutes leurs archives. De ces îles ne subsistait plus alors qu'une caldeira qui finira par s'effondrer dans les flots. Heureusement, une partie des documents avait pu être envoyée par Stumke à un collègue zoologiste, Gerold Steiner, qui publia en 1957 un livre, traduit en français en 1961, sous le titre d'Anatomie et biologie des rhinogrades. Cet ouvrage, en plus de présenter l'archipel et ses habitants, décrit 138 nouvelles espèces endémiques. Ces Rhinogradentia sont issus de la lignée fossile des Archérinium, rattachés aux mammifères, qui se seraient isolés il y a environ 65 millions d'années, époque à laquelle l'île principale a émergé et s'est éloignée des autres masses terrestres. Toutes présentent une particularité morphologique surprenante, un appendice nasal particulièrement développé, appelé nasarium ou appendice naso-ambulacraire, possédant de nombreuses fonctions très variées. Avec une faible fertilité, un seul petit par portée, et une longue gestation, jusqu'à plus de 6 mois pour certains, ils étaient plutôt fragiles. Mais l'absence de gros prédateurs, à part le crapaud à queue et quelques oiseaux, leur a permis de prospérer et d'occuper de nombreuses niches écologiques, se spécialisant de manière extraordinaire. Je ne vais pas faire une description exhaustive de toutes ces espèces, mais voilà un aperçu des plus surprenantes. Le corbulonase possédait une longue queue de plusieurs dizaines de centimètres, capable de se rigidifier. Il l'utilisait pour se dresser verticalement jusqu'à 50 cm du sol, et ainsi déployer son nez en forme de fleur qui exhalait une odeur décrite comme proche du petit lait. Les insectes étaient attirés puis capturés par les pétales du nez qui les poussaient ensuite jusqu'à la bouche. Un piège à mouches mobile et efficace donc. Le reniflard sifflant avait lui la taille d'un petit rat doté d'un museau très allongé. À première vue, on dirait plutôt un croisement entre un rat et un écureuil mutant très très moche. Mais son nez était doté de cellules sécrétant une très grande quantité de mucus qu'il laissait couler en de longs filaments gluants qu'il trempait dans l'eau, lui permettant ainsi de capturer des insectes aquatiques dont il se nourrissait. Pour se défendre, il disposait également d'un aiguillon venimeux au bout de sa queue, caractéristique qu'il partageait d'ailleurs avec quelques autres rhinogrades. Jusqu'à leur découverte, on pensait que seuls l'ornithorynque et le solédon des Antilles possédaient du venin parmi les mammifères. Le grand nasobème ressemblait plutôt à une musaraigne, mais il se déplaçait rarement sur ses quatre pattes, préférant utiliser son nez divisé en 4 tentacules pour se soulever verticalement, se déplacer et capturer sa nourriture, insectes ou petits amphibiens. Il émettait des petits cris ressemblant à des pleurs d'enfants lorsqu'il était capturé, créant un mythe chez les indigènes qui l'appelaient Honatata, le vénéraient et pensaient qu'il était lié aux esprits des morts et des futurs nés. Le nasin sauteur, ou opsorine, vivait sur les plages de la plupart des îles. Sa queue était munie d'une petite pince dont il se servait pour capturer des crustacés et son nez très musclé de ressorts pour se propulser en arrière et surprendre sa proie. Mais il y a beaucoup plus surprenant encore. L'autoptérix volitans était un mammifère volant absolument unique. Capable de vol battu comme les chauves-souris, ce n'étaient pas ses membres inférieurs qui s'étaient développés,
mais ses oreilles, qu'il battait à un rythme effréné pour voler à reculons. D'ailleurs, ses pattes arrière avaient complètement disparu, et seuls quelques moignons d'os fusionnés avec le bassin subsistaient. Quant à son nez, il s'en servait pour atterrir. Malheureusement, toutes ces merveilles de la nature disparurent dans l'éruption de 1956. Toutes, non. En 2009, deux scientifiques français, Claude Litre et sa fille Millie, firent une surprenante découverte. Présentés en avril 2012 au Musée national d'histoire naturelle, il s'agissait de 3 nouvelles espèces de rhinogrades découvertes sur l'île d'Espiritu Santo au Vanuatu. Parmi eux, le Nasoperforator, une espèce utilisant son nez comme vrille pour creuser des galeries dans le bois et chasser ainsi les termites. Et aujourd'hui même, une espèce marine vient d'être découverte. Et oui, désolé, ça se voyait un peu quand même, mais les rhinogrades sont juste le plus fameux canular scientifique du XXe siècle. Grâce à l'immense travail à la fois imaginatif et précis réalisé par le zoologiste allemand Gerolf Steiner, l'ouvrage d'origine, le fameux Anatomie et biologie des rhinogrades, est parfaitement illustré, rempli de documentation crédible et respecte parfaitement toutes les règles de la systématique, de la taxinomie et du sourçage, décrivant 138 espèces parmi 189 citées, dans 39 genres, classés eux-mêmes en 14 familles, avec des éléments de description physique, physiologique et comportementale. Diffusé à la fois qu'une blague du 1er avril et un travail de réflexion sur l'évolution darwinienne et la spéciation accélérée sous la pression écologique, il fit régulièrement tomber dans le panneau des centaines de lecteurs de journaux lorsque ceux-ci publiaient des extraits ou des résumés lors du 1er avril des années suivantes. Encore aujourd'hui, certains sites ressortent ou s'inspirent de ce canular pour leur poisson d'avril. En tout cas, le travail de Steiner est impressionnant. Il est précis, rigoureux, documenté. Donc si vous voulez en savoir plus sur la classification des espèces, sur la façon de les décrire, réfléchir un peu à l'évolution, essayez de trouver le livre, il est plutôt intéressant. Et promis, je me pencherai sérieusement un jour sur la classification, la taxinomie et son histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo du 1er avril, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de Facebooker, de tweeter, et abonnez-vous.